It's all about the lies I've told. It's all about the love I wanna hold. It's all about my heart I lost tonight. It's all about the dreams. Ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre It's all cassée d'un about guichetier. life and death. It's all about my fears I left behind. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie. Tout cela n'est plus à moi. Et se met aussitôt à douter de ses raisons d'écrire. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, à quoi bon? Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. C'est un nouvel argument que Victor Hugo présente ici. Une fois condamné, le coupable ne songe plus qu'à sa propre fin. Le sort des autres lui devient indifférent. Il n'est plus disponible pour réparer son crime. Au contraire, le prisonnier à perpétuité a le temps de réfléchir et de s'amender. Qu'est-ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête les juges prêts à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? Alors ici nous avons une antithèse, innocent et coupable. Nous avons des questions rhétoriques, comme vous remarquez, des fausses questions. Et l'utilisation d'un style ironique. À quoi bon? Qu'importe, quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies, jeter bas l'échafaud? Jeter bas l'échafaud après que j'y aurai monté, je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Vous voyez toujours des questions ironiques. Il pose des questions ironiques. Comment ça se fait? Ça veut dire de sauver les autres. Alors, qui va me sauver? Jeter bas l'échafaud après que j'y aurai monté. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent, le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. Alors là, on voit clairement qu'il s'agit d'une énumération. Un champ lexical de la nature, bien évidemment, et la nature traduit le sentiment de la liberté. Il l'a dit lui-même, la nature, la liberté, la vie. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut qu'il faudra mourir demain? Aujourd'hui, peut-être que cela est ainsi. Oh Dieu, l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Donc, cette idée lui fait torturer et il veut tellement briser la tête au mur de son cachot. Bon, c'est une façon de parler, bien évidemment. Il ne va pas briser sa tête, mais il le pense vraiment. Et pourquoi? Juste pour soulager sa peine.
Hein? Il veut, il veut la clémence, il veut comment dire? Il veut être sauvé, quoi. Alors, récapitulons. Dans le chapitre 7, le narrateur se sent coupé du monde et de la vie. Il se sent déjà mort. Le narrateur espère obtenir une grâce, quoi. Et le narrateur s'adresse au responsable qui condamne pour qu'il évite les mêmes souffrances à ceux qui seront condamnés, que cela arrête les juges après à juger, que cela sauve des malheureux innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Donc il le dit clairement qu'il veut sauver les autres. Il veut sauver les autres. Et le narrateur vit dans une angoisse éternelle à cause de l'idée de la condamnation. Après cette phase de désespoir, le condamné tente de calculer froidement le temps qui lui reste. Mais cela finit comme un compte à rebours d'autant plus oppressant qu'il ne sait plus depuis combien de temps il est enfermé. En tout 6 semaines, la petite fille avait raison. Or voilà 5 semaines au moins que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Malgré ce qu'annonce le titre, le dernier jour d'un condamné ne se déroule pas sur 24 heures, mais sur 1 semaine à peu près, avec en plus des retours dans le passé. Pour Victor Hugo, le plus important, ce n'est pas l'unité de temps ou de lieu, mais bien l'unité d'action. Dans ce chapitre, après la proclamation de la peine de mort, le dossier du condamné est envoyé au parquet, puis au ministre, ensuite au procureur général, pour arriver enfin chez le substitut du procureur qui applique la sentence. Donc, comme vous voyez, ces procédures prennent beaucoup de temps, environ 6 semaines au total, juste pour attendre le pourvoi en cassation. Comme vous savez, le condamné, une fois est condamné par la peine de mort, automatiquement son dossier est transféré au pourvoi en cassation. Et cela prend 6 semaines. Donc ici, dans ce chapitre, le condamné, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Tout simplement, il essaie de diviser les 6 semaines en 5 parties. Alors il commence dans ce chapitre par par citer les nombres des jours. 3 premiers jours, c'était le délai après la proclamation. 8 jours, c'était l'oubli au parquet. Façon de parler ironique. 15 jours, l'attente chez le ministre. Et 3 jours aussi, le ministre renvoie au procureur général. Et 1 jour chez le substitut du procureur. Donc, au total, ça sera 45 jours. Et qui est 6 semaines. 45 jours, ça veut dire 6 semaines. Les exécutions alors se passent à la place de grève. Le narrateur a passé à Bicêtre un jour. C'est pour cela qu'il compte le temps qui lui reste avant la mort ou le pourvoi en cassation, ce qui lui reste 4 jours à peu près ou bien 5 jours. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi.
J'admets que je sois justement puni. Et ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe. On les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Mais mon enfant, ma fille, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Le condamné a fait son testament. Il réalise qu'il ne pourra rien léguer à ses proches car il doit payer son exécution. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ma pauvre vieille mère a 64 ans. Elle mourra du coup. Ma femme mourra aussi, à moins qu'elle ne devienne folle. Mais ma fille, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui chante à cette heure, c'est elle qui me fait mal. Avec ce registre pathétique, Hugo veut montrer que la peine de mort enlève définitivement une personne à ses proches, sans pour autant soulager les victimes. Elle augmente l'injustice en punissant des innocents. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais. Ça veut dire condamné à payer les frais attachés au procès, ça veut dire. Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai eu suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Alors ici, nous avons un anaphore et de laisse, je laisse et surtout gradation, mère, femme, enfant, gradation décroissante. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Nous avons aussi une énumération parce que douce, rose, frêle, je ne crois pas ici qu'il y a une gradation, mais plutôt énumération. Donc il déclare clairement qu'il a une petite fille. Alors, une petite fille de 3 ans, ici, on voit que le condamné essaie d'attirer la pitié de lecteur. Un père qui a une fille de 3 ans et qui va mourir, c'est dur non seulement pour le père, mais surtout pour la fille, parce qu'elle est innocente. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la première fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, son fils, son mari, son père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veufs du fait de la loi. Alors là, nous avons 2 figures de style. La première gradation, femme, orpheline et veuf. Gradation. Nous avons 2 anaphores, 3 et 3, et la deuxième anaphore, 100 et 100. Et aussi une autre gradation qui est fils, mari, père. Donc au total, nous avons 2 anaphores et 2 gradations. D'accord. J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes, quand elles font n'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Vous voyez la façon ironique?
il essaie de provoquer ceux qui pensent que la peine de mort rend la justice, alors qu'on voit clairement que la famille du condamné est innocente. Et donc c'est injuste pour la famille des condamnés. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans. Elle mourra du coup. Aussi, elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette. Chaufferette, ça veut dire petite boîte servant de réchaud pour les pieds. Elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi. À moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre. Mais du moins, l'intelligence ne souffre pas, elle dort, elle est comme morte. Ici aussi, nous avons une figure de style qui est l'allégorie. L'intelligence ne souffre pas, c'est une allégorie. Mais une fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, ici, nous avons gradation. Qui rit, qui joue, qui chante. À cette heure, elle ne pense à rien. Nous avons énumération. C'est celle-là qui me fait mal. Vous voyez que ici nous avons un registre pathétique. Dans ce passage, nous avons un registre pathétique et aussi lyrique, parce qu'il exprime ses sentiments et en même temps, il essaie d'attirer la pitié de lecteur. Et surtout, il met la lumière sur les familles des condamnés, parce que ce sont eux les victimes dans cette histoire. Surtout quand il s'agit des enfants ou bien il s'agit des femmes qui sont sans sécurité, sans argent, et voilà. في الجزء السابع من الرواية le dernier jour d'un condamné الراوي يتساءل عن الفائدة التي يمكن أن يستفيد منها في حين أنه يحاول إنقاذ الآخرين. فالسؤال مطروح: من سينقذه؟ وهنا نلاحظ أن الكاتب بطريقة غير مباشرة يتحسر على حالته الميؤوس منها والمثيرة للشفقة، خصوصا إن كنتم تتذكرون أنه قال فيما بعد أنه يريد إقناع القضاة بعدم حكم بالإعدام. أما في الجزء الثامن، هنا الراوي أو السجين يقوم بحساب أيامه المتبقية بداية من يوم حكم بالإعدام، ويتطلب على الأقل 6 أسابيع، وهذه 6 الأسابيع منقسمة إلى 5 أجزاء. على ما يبدو ظل وقت قصير من حياته لا تتعدى 5 أيام أو أقل. والذي وجب فهمه أن الكاتب يشير إلى أن 6 أسابيع في انتظار حكم الاستئناف هي جد طويلة وقاسية على المسجون، خصوصا أنه يعيش ظروف صعبة جدا. وكما تتذكرون في الجزء الأول والثاني يقول أنه يعيش مع فكرة الإعدام طوال الوقت. أما في الجزء التاسع هنا الراوي يتذكر عائلته وماذا سيحل لهما بعد موته. لديه أم عجوز 64 سنة، زوجة كبيرة مريضة، وخصوصا بنت اسمها ماري لديها 3 سنوات، ويصعب عليها العيش بدون أب، خصوصا في هذا العمر، الشيء الذي شق على صدر الراوي الذي لا يتحمل فكرة الموت وترك فتاة مقبلة على حياة قاسية صعبة ومؤلمة بدون أبيها.